Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez Bonjour. bien. Bonjour Sébastien, bonjour Fabien. Bonjour, donc Nathalie. bienvenue, à vous tous et bienvenue, donc aux différentes personnes là qui rejoignent, qui se connectent petit à petit. Bonjour, voilà, dans le chat, déjà ça commence un petit peu, voilà, à discuter, à parler, donc voilà, j'imagine que vous nous entendez bien et j'imagine que vous voyez bien les slides. En tout cas, s'il y a le moindre problème, voilà, vous nous faites signe. En principe, il n'y a pas trop de problèmes techniques. Donc, on va démarrer doucement, voilà, avec une toute petite introduction, le temps que les dernières personnes se connectent et nous rejoignent. En tout cas, voilà, merci à tous d'être présents pour ce webinaire voilà, qui nous tenait beaucoup à cœur parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité déjà dans la presse, quand on fait de la veille, quand on discute un petit peu avec différentes personnes, mais c'est aussi un sujet qui est beaucoup plus concret en entreprise et sur lequel on voulait vraiment aborder notre manière de percevoir et d'aborder ce projet, techniquement parlant et d'un point de vue plus opérationnel, plus organisationnel. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions tout au long de la session, on est vraiment là pour y répondre. Voilà, très rapidement, ce webinaire donc, organisé par Synapsis, s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition. On a beaucoup de webinaires tout au long de l'année, chaque semaine, sur des sujets autour de l'IA, autour de l'infra, plus largement autour de la cyber, autour du modern workplace. On essaye vraiment d'aborder tous les sujets qui sont dans notre domaine d'expertise. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter un petit peu toutes ces ressources sur le site internet. On a aussi des articles, beaucoup de replays disponibles sur YouTube, des livres blancs, donc notamment un rapport sur les tendances infra 2025. Celui de 2026 va sortir prochainement. Donc, on met vraiment tout ça à disposition sur notre site. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Synapsis, nous sommes une société de conseil et d'expertise spécialisée dans le domaine de l'infrastructure. Donc, on a un certain nombre d'expertises que l'on couvre, notamment, donc j'en ai déjà parlé un petit peu, Modern Workplace, le cloud, le DevOps, la cyber, la data, l'IA. Aujourd'hui, c'est ce qui nous rassemble. Et on accompagne donc nos clients de bout en bout dans leurs projets, que ce soit sur de l'assistance technique ou sur des projets au forfait sur lesquels on peut également intervenir. On est présent à Paris, à Lyon et à Lille, en France. Et on a également un bureau à Kuala Lumpur. On a 180 consultants, on intervient vraiment sur l'intégralité de ces projets. Donc, si vous avez voilà, des questions, une curiosité ou justement des sujets sur lesquels vous avez besoin de renfort, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà pour cette petite introduction et bienvenue aux dernières personnes qui nous ont rejoints. Fabien, Sébastien, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et je vous laisse quelques mots pour vous présenter avant de démarrer le webinaire. Fabien, je te laisse la parole. Merci Nathalie, très heureux d'être là avec vous. Moi, c'est Fabien Gaillard. J'ai pendant 3 ans environ travaillé dans l'écosystème des startups. Et puis, il y a 8 mois environ, j'ai rejoint Synapsis en tant qu'ingénieur IA et je suis actuellement en mission pour Crédit Agricole Technologies et Services. Bonjour à tous, moi c'est Sébastien Rivière, donc responsable de projet transverse. Voilà, j'ai 25 ans d'expérience, notamment dans énormément de projets transverses sur de l'applicatif et dernièrement sur des projets d'innovation au sein aussi du Crédit Agricole Technologies et Services. Voilà, tout un tas de projets qui tournent autour de l'IA, de l'IoT et tout un tas d'autres sujets. Merci beaucoup. Donc, du coup, on peut démarrer le webinaire, donc du prompt à l'agent, donc la next step de l'IA. Comment transformer justement cette IA brute qu'on commence à manipuler, à apprivoiser en copilote opérationnel. Donc, je vous laisse la main et je vous laisse les slides, Sébastien, Fabien. Et surtout, si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser dans le chat. On y répond en direct. Ça marche. Merci Nathalie. Donc, l'IA, effectivement, je pense que vous savez un petit peu voilà, à quoi ça ressemble et ce que c'est. Vous en avez tous entendu parler à la télé, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, partout sur Internet. Voilà, on vous montre souvent des démonstrations un petit peu voilà, avec un effet waouh. C'est très marketé, beaucoup de communication autour de ça.
On a beaucoup d'exemples autour de multimodalité, tout ce qui est autour du texte, de la vidéo, de l'audio, avec de la traduction en live, avec les deepfakes, avec la création d'images, voilà, tout un tas de contenus créés par l'IA. Dernièrement, il y a pas mal de choses aussi autour du contexte donc de l'IA, c'est-à-dire un peu la mémoire, la mémoire de l'IA, où on vous a montré, où on nous montre en tout cas des démonstrations où l'IA peut coder pendant 72 heures sans s'arrêter. Voilà, et ça, c'est effectivement lié au contexte. Voilà, elle a une grande mémoire et elle peut se rappeler tout ce qui a été fait les heures précédentes. Et puis, quelque chose qui est en train d'émerger, alors depuis, je pense, à peu près une année, la partie MCP, donc Model Context Protocol, hein, voilà, qui est un protocole de communication standardisé qui a été créé par Anthropic, mais Fabien en parlera un petit peu tout à l'heure voilà, sur ce sujet. Et donc, toutes ces démonstrations, effectivement, eh ben, elles sont un petit peu, comment dire, en autonomie. Voilà, c'est de l'IA pour créer de l'image, c'est voilà, pour créer des vidéos, mais elles ont des limites techniques, hein, évidemment. Parfois, on parle d'hallucination parce que justement, lié au contexte qui est parfois pas forcément conséquent, elle perd un petit peu le fil. Il y a des erreurs, voilà. Donc on a pas mal de limites techniques. L'isolation, ça c'est la partie où l'IA travaille un petit peu toute seule. Elle est effectivement aujourd'hui encore difficilement connectée aux outils métiers. Vous avez pu faire peut-être vous l'expérience, hein, si on demande à ChatGPT ou à Claude ou d'autres IA de faire certaines choses, elle va vous dire qu'elle ne peut pas envoyer de mail ou elle ne peut pas faire certaines actions avec les outils que vous avez probablement sur vos postes de travail. Et puis, on a aussi des limitations que l'on connaît sur tout un tas d'autres projets qui sont plutôt de l'ordre humain. La résistance au changement, on ne connaît pas l'IA, on a peur, la fuite de données avec des données qui sont sensibles, voilà, tout ça, ce sont des inquiétudes qui sont, que tout le monde des questions que tout le monde se pose et auxquelles, on va essayer de répondre un petit peu. Et je vais laisser la main à Fabien pour vous expliquer un peu plus en détail la différence entre l'IA générative, un agent IA, et puis après, vous expliquera la partie beaucoup plus opérationnelle et technique. Merci Sébastien. Et oui, le webinaire traite des agents IA. Vous avez déjà entendu parler d'IA générative, de modèles d'IA générative. Vous vous demandez peut-être ce que c'est la différence entre les deux. Donc, les modèles d'IA générative, c'est ce qui englobe tous les modèles qui vont produire du texte, de l'image, du son. C'est des modèles qui ont un fonctionnement assez passif, c'est-à-dire qu'on va leur fournir un prompt, une consigne, une instruction, une question, et ils vont donner en retour... pardon, je croyais que j'étais mute. Et donc, ils vont nous donner en retour une image, un texte ou du son, et ils vont s'arrêter là. Et c'est là la différence avec l'agent IA, qui est un système autonome, qui va avoir un objectif défini. Et on va utiliser du coup les capacités de raisonnement du LLM et de compréhension de contextes compliqués pour pouvoir prendre des décisions dans un environnement et du coup planifier tout un nombre d'actions dans le but d'obtenir, d'atteindre l'objectif. Et donc ça va permettre aussi d'utiliser des outils que les collaborateurs utilisent, ou alors des API comme n'importe quelle application moderne. Et pour vous donner juste un petit cas d'usage avant de rentrer plus dans la technique, on peut imaginer par exemple une société financière qui reçoit des centaines ou des milliers d'emails par jour, que ce soit de clients, collaborateurs ou partenaires. Avant, on utilisait des techniques de filtrage qui consistent à établir et à mettre en place des filtres qui sont assez complexes et qu'il faut mettre à jour, qu'il faut maintenir. Et du coup, ça prenait beaucoup de temps. Et maintenant, à l'ère de l'IA générative et des agents IA, on peut imaginer, par exemple, un agent qui va être appelé à chaque fois que l'on reçoit un email, et il va lire le contenu de l'email, il va pouvoir détecter des signaux de risque, par exemple, un client qui va se plaindre d'un virement inhabituel. Il va pouvoir automatiquement consulter les données clients à partir de leur dossier, vérifier leur historique de virement, par exemple. Et par rapport à ça, il va pouvoir toujours automatiquement définir et évaluer un niveau de risque
en fonction bien sûr de la politique de conformité de l'entreprise, et ainsi établir tout un rapport de synthèse chaque jour ou chaque heure qui va pouvoir être envoyé directement dans un canal Teams ou par messagerie aux équipes de conformité. Donc ça, directement, ça permet d'économiser du temps, ça permet aux analystes de se concentrer sur des vrais positifs et pas perdre du temps à lire énormément de mails, et c'est juste un cas d'usage. Donc maintenant, je vous propose qu'on se penche un peu plus sur l'architecture technique type d'un agent. Donc, en son cœur, c'est ce qu'on peut appeler le cerveau linguistique, c'est un LLM. Donc, un LLM, c'est un modèle qui a été entraîné sur, pour ce qui est des LLM textuels, sur des quantités astronomiques de texte. On parle souvent de la quasi-totalité des pages disponibles publiquement sur Internet. Et il va pouvoir, du coup, il a une certaine compréhension de la relation entre les mots, de contexte complexe, et du coup va pouvoir produire du contenu aussi complexe. Et un des produits dérivés de cet entraînement sur ces jeux de données immenses, c'est des capacités de raisonner. Donc il y a plusieurs techniques qui sont utilisables. C'est des techniques de prompting. Une des plus connues et utilisées, c'est le chain of thoughts, ce qui va en gros consister à demander au modèle de lieu de répondre directement à une question complexe, de décomposer la tâche complexe en plusieurs sous-tâches assez simples. Et le fait de faire cette décomposition, ça va faire qu'il va répondre quelque chose de plus pertinent et surtout avec moins d'hallucinations. Parce que les hallucinations, c'est une des limites bien connues des modèles d'IA. Soit parce qu'ils se trompent avec confiance, soit parce qu'ils utilisent des données qui ne sont pas mises à jour. Ça, c'est une limite très connue, c'est que les données sont récupérées jusqu'à une certaine date, et si on pose une question à un modèle qui a été entraîné avec des données jusqu'en 2022, si on lui pose une question, par exemple, sur l'identité du Premier ministre français en 2025, il ne va pas pouvoir répondre. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Et si du coup, on imagine un exemple d'une entreprise qui souhaite utiliser un agent IA pour gérer ses tickets du support IT. Si on a seulement la couche LLM, on ne peut pas répondre correctement à la plupart des demandes. Si on imagine un utilisateur qui veut savoir comment réinitialiser son mot de passe, un LLM entraîné tel quel ne va pouvoir que répondre des généralités. Donc, parce qu'il y a une certaine connaissance, il sait que généralement, pour initialiser son mot de passe, c'est sur la page de connexion et pas sur une autre page. Ou alors, il va citer carrément des process qui sont issus de données qui appartiennent à un autre site, par exemple la base documentaire de Google ou Facebook. Et en fait, la limite, c'est que pour une entreprise qui utilise des process qui lui sont propres, un modèle tel quel ne peut pas bien répondre aux utilisateurs. Donc, et surtout, l'utilisateur va peut-être poser plusieurs questions, et en fait, le modèle n'a aucune mémoire propre persistante par défaut. Donc, c'est là où la deuxième couche très importante pour les agents IA intervient, c'est la couche mémoire. C'est une façon d'enrichir le prompt avec des données afin d'utiliser la capacité de raisonnement et du modèle, tout en limitant le champ d'action pour qu'il utilise des données que l'on sait qui sont correctes. Et du coup, on a plusieurs types de mémoire. On va avoir la mémoire courte qui correspond à la mémoire de la conversation. Donc, si l'utilisateur a une conversation avec le modèle, il faudrait que le modèle puisse se souvenir des échanges, par exemple des quelques messages précédents. On peut avoir une mémoire longue aussi avec des données plus, là dans l'exemple que je cite, plus des données par rapport à l'entreprise, à comment répondre à l'utilisateur, quel ton utiliser, ce genre de choses. Et ensuite, on pourrait aussi utiliser une mémoire dite vectorielle qui consiste à stocker des documents, soit du texte ou d'autres documents sous forme de vecteurs. Et donc, en gros, on va stocker le sens du texte ou le sens du document. Et ça, encore dans l'exemple que j'utilise,
ça pourrait permettre au modèle d'aller récupérer une conversation qu'il a eue avec un utilisateur précédemment et du coup la remettre dans le prompt pour que le modèle réutilise du coup la solution qui a été donnée à notre utilisateur. Donc ça, encore le but, c'est de réduire les hallucinations et de réduire aussi le problème d'obsolescence des données. Toutefois, là, même si on rajoute ces 2 couches, on a un modèle qui ne peut pas faire d'action par lui-même. Donc, il va falloir rajouter une couche d'action et d'orchestration. Et cette couche, elle va permettre en fait d'utiliser le pouvoir de décision du modèle et de raisonnement pour se dire je cherche à modifier le statut du ticket de l'utilisateur sur Jira. Il va falloir que je fasse une requête vers l'API de Jira pour modifier le statut du ticket. Et donc ça passe notamment par des frameworks comme LangChain qui vont permettre de construire des workflows. Donc un workflow qui va pouvoir être dans un premier temps une réponse à l'utilisateur qui est construite en citant la base de données. Et puis, suivant le retour utilisateur, si l'utilisateur est satisfait de la réponse ou non, changer le statut du ticket en fonction pour que ça soit remonté aux équipes qui s'occupent de ça, soit que ça soit classé dans la pile des actions terminées. Et du coup, une fois qu'on a ça, on a un agent qui peut interagir avec des outils, qui réfléchit et qui a une mémoire de ce qu'il fait, de ce qui a été échangé, communiqué. Maintenant, si on veut que ça soit un collaborateur efficace, il faut pouvoir faire en sorte que les collaborateurs réels, humains, puissent discuter avec l'agent. Et donc là, ça va passer à travers une interface via différents canaux. Donc la plupart des applications disposent d'une API REST qui permet de communiquer directement entre l'agent et le chat, enfin le chat ou une messagerie ou autre. Comme le disait Sébastien, il y a maintenant l'émergence du modèle contexte protocole, qui est en fait une nouvelle façon, un nouveau standard pour que le modèle récupère les différentes actions possibles sur un service. Donc par exemple, pour Teams, ça pourrait être envoyer un fichier, rajouter une réaction à un message ou alors répondre à un message tout simplement. Et du coup, ce nouveau protocole permet à n'importe quel modèle de requêter une application et lui demander quels services vont faire, comment les utiliser. Et ça permet du coup de créer ces interfaces beaucoup plus facilement. Et donc tout ça, ça permet d'avoir un agent avec lequel on peut collaborer facilement au sein de l'entreprise. Donc maintenant, si on souhaite parler un peu des cycles techniques pour aller du POC à quelque chose qui peut scale et qui peut passer à l'échelle, il faut garder en tête que de l'IA sans de la donnée de qualité, ça ne permet pas d'aller très loin. Et donc, une des premières choses à faire, c'est rendre la donnée accessible. Si elle est sous forme si elle est sur une base de données, il faut que la base de données soit requêtable via une API. Si on a de la donnée qui est sur, par exemple, un CRM et que l'agent ne peut pas interagir avec l'API du CRM pour quelque raison que ce soit, il faut passer par un connecteur ETL, stocker ça, par exemple, sur un data lake et faire en sorte que le modèle puisse récupérer l'information. Pour tout ce qui est documents non structurés, les bonnes pratiques, c'est de les stocker sous forme de vecteurs, donc avec un modèle d'embeddings qui va transformer le document en vecteur. Ça, encore une fois, le but, c'est de stocker le sens, la sémantique du document et pouvoir en fait faire l'extraction plus facilement. Et quoi qu'il en soit, où que soit la donnée, quel que soit son format, si on ne veut pas retomber dans les problèmes du modèle qui est entraîné sur des données qui sont obsolètes, il faut mettre à jour les données. Donc, il faut avoir des pipelines qui vont mettre à jour les différentes bases de données avec lesquelles le modèle interagit. Et naturellement, il faut respecter tout ce qui est gouvernance et conformité, donc comme le RGPD.
Donc maintenant, quand on parle d'agent, on parle aussi d'architecture modulaire. Un agent, c'est pas construit comme un monolithe. On a plusieurs services qui interagissent entre eux. Ils ne sont pas forcément utilisés, ils ne sont pas requêtés avec le même volume. Et surtout, si on imagine un agent qui est en production, il va falloir pouvoir utiliser il va falloir pouvoir requêter plusieurs modèles ou versions du modèle différentes. Par exemple, si un modèle, on a un souci sur une instance qui héberge un modèle, il va falloir pouvoir passer sur une autre instance et éviter du coup avoir un ralentissement du service si on a un souci là-dessus. Donc c'est pour ça que passer par des microservices, c'est très important. Concernant les frameworks d'orchestration, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a LangChain, c'est un des plus connus, LangChain, LangGraph. Mais il y a maintenant aussi d'autres solutions, donc notamment du low-code pour toutes les entreprises qui sont sur Microsoft 365. Microsoft Copilot Studio peut permettre de créer des workflows assez complexes et permet des intégrations du coup natives avec les différentes applications de Microsoft 365. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on passe à l'échelle et qu'on met régulièrement à jour les modèles, parce qu'il y a un nouveau modèle qui sort qui est plus performant et qu'on souhaite l'utiliser, il va falloir avoir des pipelines de CI/CD, que ce soit autant pour le code et les briques logiques que les prompts, parce que lorsqu'on met à jour un modèle, il ne va pas répondre la même chose au même prompt. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête et qu'il faut versionner. Et idem pour les modèles ou l'orchestration si ça change. Du coup, une bonne pratique, c'est d'avoir une gestion centralisée des prompt systems. Donc les prompt systems, c'est la partie du prompt qui ne va pas être dynamique et pour laquelle parfois un changement de modèle va nécessiter un changement de prompt. Il faut aussi avoir des stratégies de fallback si jamais un modèle est trop lent ou simplement n'est plus accessible. Donc, prévoir de passer sur soit un autre modèle, soit carrément passer via une API et requêter directement l'API d'OpenAI ou Anthropic, suivant le cas d'usage, bien sûr. Quoi qu'il en soit, les agents IA, c'est des workflows qui sont assez complexes. Donc, si on n'a pas mis en place un certain logging et audit qui est assez détaillé, assez fourni, par exemple pour toutes les décisions, les appels, chaque appel LLM, ça peut vite devenir compliqué de débugger des soucis en production et même en homologation ou développement. Donc, l'idée là, c'est de pouvoir savoir quel est l'input que l'on donne au modèle, quel est l'output qu'on récupère et quelle décision il prend, ce genre de choses. Un agent IA qui est du coup assez autonome et qui a accès à des bases de données, il va falloir lui donner des rôles spécifiques pour éviter que l'on se retrouve avec une table importante qui est supprimée ou des infos qui sont modifiées alors qu'on ne le souhaite pas. Donc là, on doit passer par une authentification à base de rôles. Et une partie cruciale une fois qu'on a développé notre architecture et qu'on est sur un projet qui scale, c'est d'avoir de l'observabilité, donc autant au niveau de l'usage, mais aussi du coût. Donc, les LLM ça peut chiffrer assez vite. Et du coup, pouvoir calculer le coût par requête en fonction du nombre de tokens qui est utilisé, du coup, le coût de l'agent ou le coût de l'utilisateur, c'est extrêmement important. Et pour certains process que vous pourrez construire, il faut toujours garder en tête qu'une supervision humaine peut être nécessaire. Et du coup, dans les workflows, c'est totalement possible de designer une étape où un humain donne son aval pour que le process continue. Donc, quand on a tout ça, on souhaite maintenant faire en sorte que l'agent on puisse interagir avec l'agent. Donc là, il va falloir développer tout ce qui est connecteur vers les ERP, les CRM ou les bases de données, et toute application interne aussi si nécessaire. On conseille maintenant de passer par le MCP pour
si jamais vous deviez intégrer votre agent IA avec certaines de vos solutions, c'est une des meilleures pratiques. C'est quelque chose qui se développe un peu de partout maintenant. On en retrouve pour presque toutes les applications, donc c'est une bonne pratique de l'utiliser. Plutôt que de faire une documentation API et de la fournir au modèle, c'est mieux de passer par du MCP. Et du coup, si on a un agent que l'on souhaite invoquer, soit comme je disais, à chaque fois qu'on reçoit un mail, ou il faut avoir une architecture qui est orientée événement, afin d'invoquer du coup cet agent spontanément. Bien sûr, il va falloir collecter le feedback utilisateur et faire une optimisation continue du prompt. Le prompting, c'est quelque chose d'extrêmement dur, de compliqué, donc avoir une bonne collecte du feedback utilisateur, par exemple lorsqu'il reçoit une réponse de l'agent, pouvoir indiquer s'il est satisfait, si le modèle a répondu à sa question ou non, et du coup pouvoir collecter cette donnée et l'utiliser ensuite pour optimiser le système, notamment le prompt, c'est très important aussi. Donc voilà, ça c'est les choses à mettre en place pour passer à l'échelle. On a omis volontairement la partie d'hosting d'instances GPU pour faire tourner les modèles, parce que ça nécessite quand même un webinaire à lui seul. Mais pour tout le reste, c'est les différents socles qui sont nécessaires pour mettre en place ces agents. Et là, je vais repasser la main du coup à Sébastien qui va vous parler un peu plus du fonctionnel. Merci Fabien. Du coup, voilà. Donc moi, je vais vous parler pour le coup de la méthodologie de mise à l'échelle, donc un petit peu comment est-ce qu'on va faire en sorte d'un point de vue gouvernance pour amener la phase de test et tout ça sur l'IA jusqu'à la mise en production, la phase d'industrialisation. Donc, rien de magique par rapport à cette méthodologie. On reste sur du classique, malgré que ce soit de l'IA, ça fonctionne comme comme la gestion de projet classique avec de l'application ou de l'infrastructure. On va commencer, donc en gros, on a 4 phases. On va commencer par effectivement faire des tests. Voilà, regarder un petit peu le prompting, comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre, faire des tests, tester différentes IA pour voir comment est-ce qu'elles réagissent, par rapport à l'hallucination, le contexte, il y a tout un tas de choses à regarder autour de l'IA. Il faut, le plus important, bien recueillir le besoin des métiers, les intégrer le plus tôt possible. Comme dans tout projet, plus tôt on intègre les métiers, plus le résultat risque d'être celui qui est attendu. Sinon, si on les intègre trop tard, on ne s'est pas compris, on va faire quelque chose qu'on va commencer où on va commencer à faire des pilotes, et puis en fait, le besoin aura été mal compris et ça ne va pas du tout répondre aux attendus. Donc c'est très important d'impliquer les métiers dès le début. Et donc voilà, de les sensibiliser. On peut faire des ateliers pratiques pour leur montrer, avec du prompting, comment l'IA réagit, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire. C'est la première phase. Dans la seconde phase, on va construire un POC, donc effectivement avec plutôt des cas pratiques. Alors, on ne va pas forcément connecter tout de suite. Alors, on peut connecter à des outils, mais disons que ça ne va pas forcément être tout de suite sur le périmètre métier attendu. Mais on va pouvoir faire quelques POC pour montrer comment est-ce que l'IA, le LLM peut être connecté un petit peu aux outils et réagir et voir les actions qu'on peut lui demander. Et puis c'est à ce moment-là, qu'on va mesurer un petit peu les impacts, le gain de performance, la fiabilité, l'adoption par les utilisateurs. Est-ce que c'est simple à utiliser, pas simple, le ressenti au niveau du parcours, est-ce que ça répond grandement aux besoins ou pas du tout. C'est des questions qu'on va se poser à ce moment-là. Et puis ensuite, on va arriver sur la phase d'intégration. Donc là, c'est là où on va connecter effectivement sur des environnements de développement, des environnements d'intégration, les différents outils, à travers, comme l'a préconisé Fabien, à travers le MCP. Alors, on peut toujours le faire avec de l'API, évidemment, mais sachant que les API, sur chaque application, elles sont spécifiques, il faut avoir une certaine structure, décrire tous les champs qu'on veut aller
sollicité. Voilà, alors que le MCP, comme c'est un protocole standard, on a du MCP client et du MCP serveur. On peut même créer ses propres serveurs MCP justement sur des outils qu'on a développés en interne, ça c'est faisable. Et du coup, voilà, le LLM va pouvoir aller interagir avec l'outil, avec le protocole standardisé, et du coup c'est beaucoup plus facile, voilà, pour pouvoir arriver au résultat attendu. Et donc ça c'est la phase d'intégration, voilà. Et on va aussi former évidemment les métiers, on les accompagne tout le long, on communique, voilà, l'état d'avancement, et on forme les gens au fur et à mesure voilà, sur le sujet sur lequel on est en train de travailler autour de l'IA et la connexion avec les outils. Et puis à la fin, bon, classiquement, la phase d'industrialisation, donc le copilote opérationnel, hein, voilà, déployé à grande échelle. Alors on peut le faire effectivement sur différents outils au niveau d'un métier, on peut le faire sur différents métiers avec différents outils. Voilà, ça c'est après à chaque entreprise de définir ce qu'on veut faire. Mais voilà, on peut le faire de différentes manières. On peut aussi avoir, standardiser un petit peu les choses pour que le LLM il puisse se connecter à différents outils pour faire plus ou moins les mêmes actions. Enfin voilà, tout ça, c'est des réflexions à avoir, et ça dépend des besoins de chacun. Voilà. Donc, les MCP, effectivement, c'est je reviens dessus parce que c'est important. C'est vrai que c'est très émergent. La plupart des grosses entreprises, voire des plus petites, ont chacun développé leur propre MCP, et ça permet vraiment, avec des outils, bon, comme l'a évoqué aussi tout à l'heure Fabien, ou d'autres outils que vous avez pu entendre parler comme N8N ou Make ou Zapier, voilà, qui sont des outils qui permettent de créer des workflows en no-code, donc voilà, avec graphiquement, hein, voilà, où on connecte des briques, qui sont ces fameux serveurs MCP qui permettent voilà, d'automatiser tout un tas de besoins. Voilà. Donc le LLM va aller demander à différents outils. On peut avoir plein d'étapes. On peut avoir plusieurs fois aussi, un LLM au départ. On peut utiliser plusieurs LLM. Un LLM qui va demander une certaine action à une certaine application, qui va ensuite revenir vers un autre LLM. Voilà. Après, ça va vraiment dépendre de ce que je disais juste avant, des besoins de chacun, des coûts évidemment, voilà, et puis tout un tas d'autres questions qui tournent autour des sujets que l'on va traiter. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses auxquelles on n'a peut-être pas répondu, j'espère qu'on a été clair. N'hésitez surtout pas. On peut aussi répondre à des questions plus tard. On peut prendre des questions auxquelles on n'a pas forcément la réponse là tout de suite, et puis y répondre un peu plus tard. Voilà. Mais en tout cas, on a essayé de dégrossir un petit peu comment est-ce qu'on peut passer de ce que chacun d'entre nous fait à la maison avec ChatGPT, de poser une question. Voilà, on a tous envie d'interagir avec des outils, voilà, de pouvoir avoir des actions automatisées sur des plannings, sur de la messagerie, ou tout un tas d'autres choses sur ses comptes bancaires, voilà. Et donc pour ce faire, voilà, c'est ce dont on vient de vous parler, et je vous invite grandement à regarder un petit peu autour des DMCP, parce que c'est très très intéressant, et je pense que ça va faire exploser l'agentique au sein des entreprises, et tout ce qui est automatisation, et apporter beaucoup de valeur ajoutée à vos entreprises. Sébastien, il y a Sylvain qui posait une question. Combien de temps pour déployer un agent? Combien de temps pour déployer un agent? Alors ça peut prendre, effectivement plus ou moins de temps. Ça va dépendre des tests qu'on va réaliser, ça va dépendre voilà, du contexte du LLM aussi qu'on va utiliser, et puis de la taille du projet, hein, évidemment. Si c'est mettre de l'argent sur effectivement des gros outils comme de l'ERP, comme du CRM, voilà, il va falloir impliquer tout un tas d'équipes, voilà. Je dirais que techniquement, c'est pas forcément, si on a les bonnes personnes, les bonnes ressources, c'est pas forcément très long. J'ai pas forcément de données, ça va vraiment dépendre du projet. Après, ce qui prend généralement plus de temps, c'est plutôt comment dire,
la gestion, la gouvernance, la gestion du projet, les planifications, les comités de pilotage. Voilà. Mais ça peut prendre, voilà, comme tout projet, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 3 ans, ça dépend vraiment du périmètre. Merci beaucoup. Il y avait une question, alors qui n'a pas été dans le chat, qui est en privé. Fabien, peut-être. Attends, j'ai peut-être manqué d'informations, mais on n'a pas évoqué les corpus d'entreprise pour alimenter le LLM. Oui, alors il faut savoir qu'au début des LLM, il y avait l'approche du coup de fine-tuning. Donc le fine-tuning pour les modèles, c'est prendre un modèle qui a été pré-entraîné. Donc par exemple, il y a le modèle de Meta comme Llama qui est pré-entraîné par Llama. Et puis après, on peut récupérer ce modèle et continuer l'entraînement avec les données de l'entreprise. En fait, ça c'est pas vraiment une approche qui est viable parce que les modèles évoluent rapidement et en fait, on n'arrive pas forcément à limiter le phénomène d'hallucination. Donc, on a tendance plutôt à utiliser des techniques de RAG. Donc, ce que je disais par rapport à l'indexation de documents sous forme vectorielle et puis après la récupération et l'injection dans le prompt, ou alors la récupération via une base de données et toujours l'injection dans le prompt. Plutôt que de fine-tuner les modèles. Après, c'est tout à fait une approche possible si l'entreprise ne souhaite pas mettre à jour souvent les modèles, mais de manière générale, on a quand même des améliorations au niveau du raisonnement à chaque sortie de modèle, donc c'est coûteux de faire du fine-tuning, donc il faut à chaque fois reprendre le corpus, réentraîner une nouvelle version du modèle, et voilà, c'est pas forcément ce qui marche le plus pour éviter les phénomènes d'hallucination et avoir des réponses pertinentes. Il y avait une autre question. Avez-vous déjà déployé certains de ces agents IA en production? Oui. Tu peux communiquer certains cas d'usage. Ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Fabien. Oui, du coup, il y a déjà des agents IA qui ont été développés en production. Alors, moi, c'était sur un projet assez complexe qui visait à rendre de la donnée accessible à tous les collaborateurs d'une entreprise et du coup, de pouvoir, au lieu d'aller demander à des data scientists ou data analysts d'aller faire un extract de la donnée, de pouvoir directement requêter l'agent qui allait lui-même chercher la donnée, qui allait ensuite créer tout un reporting et du coup qui devait raisonner sur comment représenter la donnée et qui construisait les graphes automatiquement avec du coup plusieurs boucles, une boucle qui allait reformuler la question de l'utilisateur, une boucle qui allait récupérer la donnée, une boucle qui allait du coup déterminer quel graphique utiliser, une boucle qui allait coder en Python le script pour représenter cette donnée, et ensuite une boucle aussi qui allait faire tourner le code, vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur, et au final, une dernière boucle, si tout se passait bien et qu'il n'y avait pas de retry, une boucle qui, du coup, crée un PDF avec tous les graphiques. Donc, en but de rendre cette donnée accessible. Mais ouais. En tout cas, si vous voulez peut-être avoir un peu plus de détails sur certains cas d'usage, sur ce qu'on a pu mettre en place, on pourra le faire aussi dans un call dédié si besoin. Il y avait 2 autres questions. Donc, une qui était hyper intéressante, on en a parlé hier, c'est autour du FinOps, enfin du FinAI, pour le coup. Donc, est-ce qu'il va y avoir un FinOps de l'AI? Et puis, comment est-ce qu'on peut être effectivement IA agnostique comme on est cloud agnostique? Est-ce que c'est possible? Et voilà, est-ce que c'est là où on se dirige? Fabien? Ouais, on est quand même au début, donc c'est assez compliqué. Mais IA agnostique, au final, dans les projets que je suis, on retrouve souvent quand même les mêmes modèles. On va avoir des fallbacks, mais en fait, c'est compliqué, sachant que chaque modèle va avoir une façon un peu plus particulière de répondre à un prompt. C'est parfois compliqué d'être vraiment agnostique parce que chaque modèle, du coup, implique un prompting légèrement différent. Et du coup, on peut faire en sorte d'utiliser quelques modèles différents, mais on ne peut pas être totalement agnostique au modèle. Donc, Et sur le ouais. FinOps, tu as une posture
j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je sais pas si Sébastien, toi, tu en veux plus. Au niveau du FinOps, forcément, je pense qu'à mon avis, d'ailleurs, il doit certainement y avoir déjà des sujets sur lesquels certaines personnes travaillent, au même titre que le FinOps. L'IA, oui, va pouvoir est déjà utilisée et on l'utilise aussi par exemple pour le green, hein, voilà, tout ce qui est d'arriver à utiliser la partie FinOps et donc la partie GreenOps pour essayer de faire tourner le moins de serveurs possible, pour essayer de consommer le moins possible et donc d'émettre comment dire, d'émettre le moins de CO2 possible, j'imagine. Alors moi non plus, je suis pas du tout expert là-dedans, mais en tout cas, j'imagine qu'on va pouvoir faire des choses autour de l'IA au même, comment dire, au même titre que le FinOps, quoi. Après, j'ai pas encore vu d'exemple, donc voilà, il faudra essayer de regarder en détail. Ouais. Et il y a une autre question technique, Fabien, je te laisse la prendre, si ça te va. Oui, bien sûr. Alors, excusez, stack type, quel vecteur DB? Alors, il y a Weaviate qui est une solution open source qui. Alors, on va peut-être la lire la question si ça te va. Ah oui, pardon. Est-ce que vous avez des stack types? Quel vecteur DB? Avec quel embeddings? Quel LLM dans quel cas? Juste savoir MCP. En gros, il y a beaucoup d'outils et difficile de faire le tri dans tout ça. Donc, déjà, pour la question, quel vecteur DB? Il y a Weaviate, il y a Pinecone, il y a quelques gros players, mais Weaviate, c'est en open source. Et là-dessus, du coup, on a plusieurs modèles d'embeddings. Là, on peut les fine-tuner aussi si nécessaire. Il y a un modèle de Mistral qui est très bien. Mais là encore, c'est des sujets où les modèles évoluent et pour lesquels il faut rester à jour, refaire réindexer presque parfois toute la base documentaire si nécessaire. Et du coup, l'idée derrière le vecteur DB, c'est d'avoir d'une partie l'indexation, donc on transforme les documents en vecteurs, et ensuite la partie recherche qui va transformer une requête en vecteur, et du coup, après, il y a un algorithme de matching qui va matcher le vecteur de la requête avec celui du document qui a été indexé. Et après, pour le MCP, il y a beaucoup, de manière générale, dans l'IA générative, il y a énormément de technologies qui émergent et qui sont mises à jour. Le MCP fait partie des technologies à suivre, des technologies, c'est un protocole à suivre. Et c'est vrai que ça va bouleverser un peu l'écosystème à la manière de la sortie des API REST. Donc, quelque chose à suivre, ça pour le coup, si vous souhaitez développer des interfaces avec vos outils en interne, je conseille fortement de passer par du MCP et créer du coup votre serveur MCP. Ça permettra du coup de pallier à tous les soucis de versionning, de mise à jour de la documentation API pour le LLM, parce que du coup, tout passera par le MCP. Donc, ça aussi, c'est un sujet où on pourrait aussi faire un webinaire là-dessus. Donc, difficile d'y répondre en quelques minutes, mais oui, il y a beaucoup de choses qui évoluent vite dans ce domaine. Merci beaucoup, Fabien. Merci, Sébastien. Merci à tous pour votre présence, pour les questions, etc. Donc, de toute manière, on vous contactera après la séance pour voir si vous souhaitez approfondir le sujet. Donc voilà, merci pour votre présence et puis je vous souhaite donc du coup une bonne journée. Merci, au revoir. Merci Sébastien, merci Fabien. Merci.